Alors, j'appelle tout de suite pour discuter avec nos amis et tout d'abord vous dire que j'ai une double satisfaction initiale. La première, c'est votre présence et l'effectif de cette salle qui est comble. Notre inquiétude était de savoir si effectivement nous aurions une réponse d'adhésion. C'est au-delà de nos espérances. Et cela montre que la revue Expert, au-delà du support de diffusion d'une information destinée à la documentation et peut-être même aussi à la formation des experts, devient un lieu de débat. Finalement, n'est-ce pas aussi peut-être la définition d'une revue que d'être le lieu d'un débat, le lieu d'une discussion? Deuxième élément, l'expertise ne présente un intérêt qu'à travers son interdisciplinarité. Nous sommes de disciplines diverses, médecins, ingénieurs, architectes, experts comptables, que sais-je encore, d'autres professions, elles sont multiples, mais nous avons un dénominateur commun, c'est l'esprit de contradiction, c'est la critique, l'esprit critique. Et nous placerons délibérément cet après-midi sous l'esprit critique, dans le cadre de l'esprit critique. Et c'est pour cela que la formule que nous innovons, peut-être, je ne suis pas certain d'être véritablement dans le cadre d'une innovation au sens où on l'entend aujourd'hui dans le droit de la propriété industrielle, mais en tout état de cause, par rapport aux usages, la matière ne nous est pas donnée à l'issue de la discussion, elle nous est donnée au départ de la discussion. La revue a publié un matériau extrêmement intéressant, particulièrement encyclopédique quelque part, qui jette les bases de la discussion. Et nous nous sommes posé la question ensuite, mais finalement, les lecteurs et tout un chacun ont peut-être envie de débattre de cette question. Car la revue n'a pas la réponse, la revue donne des matériaux, et c'est donc une nouvelle formule que nous inaugurons, qui est celle de vous donner la parole, avant toute chose, en dehors de toute démarche académique, en dehors de toute démarche que l'on pourrait qualifier d'institutionnelle, sans aucune critique naturellement pour la démarche académique ou la démarche institutionnelle, mais en tout état de cause, les choses sont très claires. La parole, c'est vous qui allez aujourd'hui la prendre. Et donc les questions, c'est vous qui allez les poser. Bien évidemment, nous sommes là pour tenter de vous aider à y répondre, et vous voyez la prudence avec laquelle je m'exprime, car comme je le disais, je suis intimement convaincu qu'à l'issue de cet après-midi, si nous avons progressé pour permettre à chacun d'entre nous de mieux traiter les questions particulièrement anxiogènes auxquelles nous sommes confrontés dans ce genre de problème, eh bien, nous aurons beaucoup travaillé. Mais certainement pas pour construire des solutions au sens d'une norme quelconque, car Dieu merci, je crois qu'il faut à tout prix que nous évitions d'imaginer la quelconque formation d'une norme dans ce domaine. Alors le premier tableau, si vous me permettez, de cette réflexion, c'est celui qui concerne le secret lié à la personne. J'appelle pour cela à mes côtés le professeur Safran, qui, est, comme chacun sait, est chef du service d'anesthésie de l'hôpital Georges Pompidou. J'appelle le docteur Bensoussan, qui est psychiatre, s'il est là. Je vous en prie. J'appelle Madame Monestier-Carlu, le docteur Monestier-Carlu, qui est médecin et ophtalmologue et qui est président de la Compagnie nationale des experts médecins, et Monsieur Bruno, qui est magistrat, avocat général honoraire. Je ne sais pas s'il a pu nous rejoindre, s'il a eu le temps de nous rejoindre. Il est vrai qu'en ce moment, les transports sont quelque peu perturbés. En tout cas, Monsieur Bruno nous fait toujours l'amitié de sa contribution à la revue et avec une très grande disponibilité. Alors, la première question que je me permets de poser, et sans véritablement avoir, vous l'avez bien compris, la volonté d'être exhaustif, c'est la notion de secret. N'est-elle pas en soi un état limite ? Dès lors qu'on parle de secret, on parle nécessairement de sa limite. Puisque parler de secret, c'est parler de quelque chose qui existe, que l'on connaît. Et dès lors qu'on parle de l'état limite, on pose évidemment la question de la transgression. C'est-à-dire à partir de quand est-il justifié, légitime, dirais-je, de ne pas respecter la limite du secret? À partir de quand est-il légitime de parler? Qui veut s'exprimer sur ce sujet? On va faire comme ça, ce sera plus simple. Moi, je vais vous répondre peut-être par une pirouette. En matière médicale, le secret n'a pas de limite. En dehors des limites légales, qui sont particulièrement bien codifiées, et en dehors de ces limites,
légale, le secret n'a pas de limite. Un patient qui saurait que le médecin se pose des problèmes quant aux limites perdrait la confiance. Alors, en préambule, je rappellerai cet aphorisme d'un ancien président du Conseil de l'Ordre, Bernard Herny, qui dit qu'il n'y a pas de soins sans confiance, qu'il n'y a pas de soins sans confidence, pardon, pas de confidence sans confiance, voilà, et pas de confiance sans secret. Et dès lors qu'un patient pourrait soupçonner quelque part une rupture du secret professionnel, mais plus encore du secret médical, je pense qu'il pourrait y avoir quelque hésitation à s'adresser à ce médecin. C'est ce que je vous répondrai en premier lieu, mais bien entendu, il y a des limites au secret, surtout dans ce monde moderne, où le médecin est de moins en moins isolé, travaille en équipe, et par conséquent est bien obligé, dans l'intérêt même du patient, de partager ce secret. Et enfin, pour terminer, je ne voudrais pas monopoliser la parole, il y a ce secret qu'on essaye de nous faire transgresser en permanence, qu'il s'agisse des magistrats, des avocats parfois, des compagnies d'assurance. Donc nous sommes sans arrêt soumis à ces tentatives de transgression auxquelles le médecin doit résister à toute force. Alors, c'est vrai aussi que le médecin dispose d'un pouvoir tout à fait particulier, à mon sens. Très modestement, je suis expert comptable, et donc je ne suis pas confronté à ce pouvoir dont vous disposez. C'est celui de la nudité. Car je suis intimement convaincu que le pouvoir le plus absolu qu'on a sur quelqu'un, c'est lorsque cette personne est nue. Comment traitez-vous cette question ? Daniel, peut-être ? Excusez-moi, parce que justement, je crois que je vais donner la parole rapidement au psychiatre, parce que je crois que la plus grande nudité à offrir, c'est celle de son esprit. La nudité, bon, c'est vrai, c'est l'intimité du corps, on doit la respecter, et c'est ça le secret médical, c'est entre autres, c'est cette intimité qui est révélée au médecin. Mais je pense que le plus grand secret qu'on puisse garder, c'est celui qu'on a dans la tête. Et je pense que c'est le vrai secret qu'on puisse avoir, c'est sa propre pensée, si on n'arrive jamais à la révéler à quelqu'un. Je pense que c'est le plus grand secret. En fait, la révélation, le partage de ce secret, le plus dur certainement à donner, c'est celui de son esprit, de sa pensée, et c'est donc au psychiatre. Et je pense que ça doit être très difficile pour vous de faire en particulier des expertises, puisqu'on reviendra là-dessus, puisque moi, j'interviens surtout en qualité de président de la Compagnie nationale des experts médecins. Je remercie Daniel parce qu'elle fait les transitions pour moi, c'est formidable. Alors, effectivement, pour continuer à lancer cette discussion, tout d'abord, en réaction à ce que disait le docteur Peckels, moi, ça me frappe effectivement cette définition du secret qui n'existe pas. C'est une tautologie, c'est-à-dire ce sont les informations à caractère secret. Donc déjà, je suis très, très frappé avant de parler de l'inviolabilité du secret, de son caractère absolu, des transgressions ou des possibilités de transgression ou de dérogation ou de partage qui vont crescendo. Je suis frappé du fait que nous voyons qu'une notion va en diminuant, mais une notion qui elle-même est mal définie. Et effectivement, en réaction à ce que vous disiez, madame, la psychiatrie illustre parfaitement ça, puisque dans un rapport d'expertise psychiatrique, un des exemples les plus pour nous éprouvants, ce sont les expertises civiles en matière de séparation parentale, qui sont souvent un bain de boue. Nous devons rendre compte à la fois, brosser un portrait de la personnalité de nos interlocuteurs, mais en nous demandant à chaque ligne si vraiment telle information, par exemple graveleuse ou ridicule, sur le passé d'une personne, a à voir avec sa compétence parentale, puisque nos interlocuteurs se déchirent pour la garde des enfants. Bien sûr. Et il est extrêmement difficile de mettre une limite si, par exemple, il est dit que telle personne est perverse, comme en témoigne telle dépravation ou déviance sexuelle, etc. Est-ce que nous devons l'écrire ou ne pas l'écrire ? Les termes orduriers. Là, la psychiatrie, effectivement, vous avez raison, illustre au mieux la difficulté à définir la limite du secret. Et puis, j'en donne un dernier exemple, et je rends immédiatement le micro, les opérations d'expertise elles-mêmes en matière civile. Il est communément admis pour une expertise médicale stricte que les avocats vont sortir
les avocats, s'ils sont présents, vont sortir du cabinet au moment de l'examen d'un patient ou d'une patiente, par exemple examen gynécologique. Seuls resteront peut-être les médecins des compagnies d'assurance. En revanche, qui va penser à faire sortir les avocats d'un cabinet d'expertise psychiatrique lorsqu'ils sont présents? Personne. Et pourtant, on va commencer par la petite enfance de la personne. Voilà les quelques réflexions que suscite chez moi cette première partie de notre discussion.